L'association Parle avec elle présente Femmes sur la bande FM. Basta Project. Pour lutter contre la violence des genres. Basta Project, pour toi, c'est quoi ? Stop. C'est stop. Radio Basta, avril 2026. Au programme ce mois-ci, le dernier épisode de la série Un air de famille du 5 et 6 décembre dernier. Puis, nous retrouvons Quartier Populaire, les interviews des habitants du quartier de la Reinerie, épisode 6. Bonne écoute. Un air de famille, le marché de création, des échanges et des innovations. 5 et 6 décembre, en présence de 23 stands. Je fais des bougies parfumées, et des fondants et des suspensions parfumées à base de cire de colza. Là, j'ai un projet donc de pâtisserie. Et je viens faire des bijoux de corps, des ras de cou, des chaînes. Et il y a beaucoup d'insectes aussi dans ce que je mets dans mes bijoux. Événement initié par Parle avec elle et les imaginations fertiles. Qui est un tiers-lieu culturel de Bellefontaine. Je fais des sauces piquantes artisanales sur Toulouse. Et je suis venue ici aux imaginations fertiles suivre une formation l'année dernière pour créer un stand pour vendre mes ouvrages sur les marchés. Un air de famille, le marché de création, émission spéciale Radio Basta Campus FM, des interviews. Aussi ce côté fait main qu'il faut rémunérer, forcément le temps passé. Voilà. Épisode 5. Dernier jour pour Un air de famille. Nous recevons donc pour le marché des créations, des échanges et des innovations du 5 et 6 décembre deux nouvelles créatrices sur les 23 stands. Nous avons l'honneur de recevoir... Moi je suis Noélie, mon nom d'artiste c'est La Fourbe et je fais de l'illustration et de la linogravure. Bonjour, moi c'est Emma et mon univers d'artiste s'appelle Pétale et je fais aussi de la linogravure et des illustrations avec des pointillés, du pointillisme. Le déclic, depuis combien de temps là, tu as commencé cet entrepreneuriat, comme on dit? L'illustration ça remonte à quand j'étais petite, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. La linogravure c'est plus récent, mais ça commence à remonter déjà, je crois que j'en fais depuis 7 ou 8 ans, depuis que je suis à Toulouse. Et les marchés et mon activité d'artiste, c'est vraiment ces 6 dernières années, juste avant le confinement, où là j'ai le statut artiste-auteur et ça m'aide à faire des petites commandes d'illustration personnalisées, de petits tampons personnalisés et d'être sur des marchés. La linogravure, faut imaginer que c'est le matériau qui est sur les sols des cuisines. Dans l'imaginaire, c'est ça, mais c'est aussi des plaques qui sont dans un matériau qui ressemble un peu à de la gomme, qu'on vient travailler avec des outils, des gouges, pour venir tailler des motifs. Et après, ça fonctionne comme un gros tampon qu'on vient appliquer sur du papier, du tissu, n'importe quel support avec de l'encre. Tu déposes des droits sur la création ? Donc avec le statut artiste-auteur, ce qui m'est le plus utile avec ça, c'est que ça me permet d'éditer par exemple des factures, j'ai un numéro de SIRET, et du coup pour faire des commandes personnalisées auprès d'associations, ce genre de choses, ça permet de poser un cadre, mais je sais que moi par exemple j'ai pas d'auto-entreprise parce que c'est pas dans mes priorités, et c'est pas la façon dont je veux partager mon art. Et aussi parce que vu que je travaille à côté, c'est pas mon activité principale. Donc le statut artiste-auteur, c'est un peu la casquette qui m'aide à pouvoir naviguer un peu comme ça dans ce monde-là. Et toi Emma, donc le déclic, le début de... Moi ça fait depuis toujours que je dessine du coup en pointillé. Après ça fait depuis l'année dernière que j'ai commencé à faire de la linogravure parce que je trouvais que c'était un moyen hyper agréable de... transmettre toutes les petites illustrations que j'avais fait à d'autres personnes et pouvoir les reproduire à l'infini en fait, et surtout sur du tissu et ce qui permet de faire des vêtements et après que les personnes puissent les porter dans la vie quotidienne. Je trouve ça super cool. T'es parti sur une intention très intuitive ou t'as préparé le projet par écrit ?
Non, ça a été très intuitif. En fait, je suis allée voir, je crois, un stand du coup sur un marché où il y avait des femmes qui faisaient de la linogravure. Et j'ai adoré en fait et j'ai voulu en faire directement. Et du coup, je me suis acheté une petite plaque et j'ai commencé direct par la suite. Et voilà, maintenant, j'en fais plusieurs. C'est vite addictif, la Ouais, lino. C'est vraiment. une fois qu'on commence à graver sa première plaque, on se dit je pourrais faire ça, mettre ces détails. Non, mais c'est ça, le fait de pouvoir reproduire à l'infini le motif, c'est génial. Et puis le fait de le créer nous-mêmes aussi, parce qu'on pourrait le faire par la sérigraphie par exemple pour les vêtements, mais la linogravure c'est vachement plus authentique et réel, quoi. Je sais pas. Et du coup, vous avez eu un accompagnement, une structure qui vous a suivi ou pas? Moi, dans mon cas, c'est mon statut, je l'ai créé dès que je suis sortie de l'école. Donc j'étais aux Beaux-Arts et on avait pas un cursus, mais c'est plus un espèce de séminaire où on nous expliquait comment ça marchait, la vie après une école des Beaux-Arts. On nous expliquait justement l'auto-entrepreneuriat, le statut artiste-auteur. Et même si on était accompagné et qu'on nous expliquait, ça restait quand même un monde qui paraissait loin. Donc ça a été beaucoup de tâtonnements avant d'avoir ce statut-là, mais ça s'est fait parce qu'on s'est serré les coudes entre plusieurs personnes et qu'on se partageait nos bons conseils. Et c'est surtout grâce à ça que j'ai pu arriver à l'ouvrir et à comprendre comment ça marchait et à continuer à le faire marcher aujourd'hui. Toi, un petit peu plus dans l'autodidactie. Oui, en fait, moi j'ai fait juste un bac avec une spé artistique. Et au final, je suis sortie du bac et je me suis lancée dans une école en graphisme. Sauf qu'en fait, au bout de la première année, ça m'a pas vraiment plu et je commençais un peu à me perdre dans ce que je voulais faire plus tard. Et du coup, j'ai décidé de prendre une année sabbatique pour déjà mettre de l'argent de côté et essayer de voir ce que je voulais vraiment faire dans ma vie. Et au final, du coup, je me suis pris de passion pour la linogravure et j'ai pu aussi du coup développer mes petites illustrations aussi. Donc plus autodidacte pour moi. Et donc concrètement, ta cible, quel type de produit tu mets en avant dans ce que tu fabriques? Du coup, moi à la base c'est plus des chemises ou des vêtements upcyclés que je trouve soit en recyclerie, soit chez des particuliers ou en friperie. Et ensuite, soit je les remodèle comme moi j'ai envie de le faire. Et ensuite, après, du coup, je linographe dessus avec mes petits personnages créatifs que je sors de mon monde pétale, du coup. Voilà. Tout public ou tout public. Tout public. Là, c'était la première fois que je montrais vraiment mes créations à d'autres personnes. Donc, ça permet aussi un peu de cibler les gens qui s'intéressent aussi à tout ça. Donc, je sais pas encore pour l'instant. Voilà. Ouais. Tu vas éventuellement changer de cible ou préciser la chose. Et toi? Moi, vraiment, les thématiques un peu qui se retrouvent vachement dans mes dessins, c'est le côté végétal, un peu imaginaire, qui se mélange sur plein de supports. Du coup, j'ai l'impression que mon public cible, c'est un peu les personnes à qui ce genre de motif, ça parle. Et en fait, c'est assez varié. C'est autant des fois, un enfant qui passe devant mon stand, il est là, waouh, ou un adulte, une famille. Et du coup, j'ai l'impression que, vu que j'aime bien le côté hyper foisonnant sur ce que je propose des toutes petites choses, mais aussi des très grandes choses, sur du papier, des fois sur du tissu, j'aime bien le côté débordant et d'avoir plein de choses à se mettre sous la dent. Et du coup, des fois, il y a sur certains événements plus familiaux, il y a certaines choses qui marchent, parfois c'est d'autres. Donc, j'aime bien le côté de proposer plein de choses et voir un peu où ça mène. C'est quoi ta prochaine étape? Tu as des besoins? Tu cherches des partenaires? Pour moi, les proposer ces créations sur un marché, c'est l'occasion de rencontrer son public, d'expliquer un peu comment ça marche, justement la linogravure, de parler de ce médium et de comment ce qu'on voit, on en est arrivé à cette étape-là. Et je pense que je suis à un bon endroit de proposer justement d'être sur ce genre d'événement. Et pour moi, il n'y a pas pour l'instant encore d'étape d'après, parce que j'aime bien ce côté de être en direct avec les gens. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question hier est-ce que j'aimerais, je sais pas, vendre mes productions sur Internet ou autre, et c'est pas trop ça que je cherche. Je trouve que ça enlève le côté de rencontrer les gens. C'est plus ça que je cherche en ce moment. Et toi, Emma?
La même question. Je sais pas forcément ce que c'est la prochaine étape pour moi, parce que du coup je me pose encore la question de ce que je vais faire l'année prochaine. Est-ce que je vais reprendre les études? Est-ce que ça va marcher? Et du coup, pareil, rencontrer des personnes et faire de nouvelles rencontres, ça fait du bien déjà. Donc moi j'en suis là dans mon step aussi d'artiste entre guillemets. Et des partenaires, non pas forcément. Et ensuite mes créations, elles sont en vente sur Vinted, si jamais, voilà. Peut-être, tu peux lui donner un petit conseil ou c'est pas quelque chose que tu ferais? Je partage un conseil avec plaisir. Moi, je me dis, au tout début, quand j'ai commencé à créer, j'étais vachement dans le côté de « Ah, il y a ça qui marche, donc je vais faire ça parce que ça marche. Okay. » Et pendant un moment, ça me faisait une espèce d'injonction à créer et où en fait, ça me plaisait pas trop de... C'est ça. Et au final, à partir du moment où j'ai commencé à me dire je crée des choses parce que c'est ça qui me fait kiffer. Et après, les gens derrière, c'est vers ça qui résonnent. J'ai commencé à vachement plus m'amuser. Et pareil, sur le côté de... c'est vachement important pour nous, la visibilité qu'on a et que les gens ont de nous, donc surtout sur les réseaux sociaux. Et à partir du moment où j'ai essayé de me détacher un peu plus de ça aussi, ça allait vachement mieux. Il y a eu des périodes où j'avais beaucoup de mal à dessiner pendant plusieurs mois, parce que je me disais « Ah, mais attends, il faut que je dessine pour juste pas faire un post ou partager, etc. » Et à partir du moment où j'ai essayé de prendre du recul et vraiment dessiner pour moi, ou des choses que je montrais pas forcément, là, ça allait vachement mieux. Je pense que ce serait ça, mon plus gros conseil. Dernière question, des contacts. Moi, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Pétale, donc Petal.le. Voilà, pour la diversité. Et moi, mon contact principal, c'est Instagram aussi, et c'est La Fourbe, tout attaché. Un air de famille, le marché de création, émission spéciale Radio Basta Campus FM, des interviews. Merci d'être avec nous. On va tous souffler. Je sais pas comment on va faire. Voilà, merci d'être là pour nos 15 ans. On était partis pour 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Que ça dure. Ça dure, évidemment. Ouais. On espère. Alors les temps sont pas faciles en ce moment, on peut se le dire. On se regarde avec certains partenaires qui sont plus vieux que nous. L'adolescence et l'âge jeune adulte est compliqué actuellement pour tout le monde, même pour les assos. Mais par contre, on est content d'être là et on est content de le fêter sur cet événement. Alors, c'était le 25 novembre, mais on a choisi de le décaler à aujourd'hui pour faire profiter le maximum de personnes et être dans un moment un peu festif, un moment surtout de collaboration, de partenariat et de création, bien sûr, et surtout de chaleur et de rencontres malgré le temps. Je pense que, voilà, en tout cas nous on était contents d'organiser ce marché avec un air de famille d'un autre marché, mais qui est d'un autre temps maintenant. Et voilà, et ça c'est la nouvelle ère, et donc il faut créer, se renouveler, innover, essayer, tenter, expérimenter et foncer. Voilà. Je vous invite à prendre une assiette et à venir goûter. Donc de mémoire, il y a fruits rouges, j'ai pas les boissons sous les yeux. Il y a fruits rouges, ça c'est mangue, chocolat blanc, c'est celui-là. Ça c'est spéculoos. Ça c'est de la spéculoos. Franchement, c'est caramel ananas. Tu veux faire les gâteaux? C'est Samira. Et l'autre vie, à parler avec elle. Merci.
Un air de famille, le marché de création, émission spéciale Radio Basta Campus FM. Des interviews. Je suis Nathalie Le Temps d'un Conte et aujourd'hui je propose des animations papier. Et sinon je propose aussi tout ce que je fais, donc j'ai ramené les flyers pour mes spectacles et des petites boîtes de récupération de cigarettes que j'ai transformées en taille-crayon. Alors, tu es avec beaucoup de ressources, donc tu peux proposer plein de petites choses ou grandes choses. L'édition, travailler sur sensibiliser le handicap, le travail manuel, la musique. C'est ça. Qu'est-ce que tu peux te souhaiter dans tout ça pour stabiliser ton activité ? Eh bien, pour l'instant, j'aimerais bien terminer le roman ado que j'ai écrit, que j'ai appelé Le Lézard Rose, qui est sur des héros qui ont des troubles. Et donc, on ne dit pas quel trouble, on n'en parle pas. Le trouble est présent tout au long du roman, mais pour quelqu'un de novice qui ne connaît pas le trouble, il ne le remarque pas. Sauf à des moments clés, puisque la dysphasie, forcément, au bout d'un moment, elle se voit. Même si le héros essaye de répondre par yep, ouais, ok, pour pas justement avoir à parler, il y a un moment donné où il faut qu'il parle. Donc là, on voit, et en fait, j'ai déjà proposé à la lecture à une personne. Je me suis fait un groupe de lecture. Et il y a une des personnes qui était trop impatiente, qui a voulu voir le début, et qui m'a dit « Ah oui, il bafouille ». Donc, avec un très gros problème de prononciation, elle m'a dit qu'il bafouillait. Donc, en fait, si on n'est pas du tout sensibilisé à la dysphasie, eh bien, peut-être qu'on peut passer à côté. Moi, je suis plus vers les jeunes et vers les tout petits, les ados, tout ça. Maintenant, j'utilise le support jeune pour atteindre les adultes. Mon but ultime, c'est d'atteindre les adultes, mais par deux biais. Parce que si on attaque frontalement un adulte, généralement, il se bloque. Donc, en passant par le biais enfant, généralement, ça passe. Et comment on te contacte ? Alors, on peut me contacter par téléphone ou par mail. Il suffit d'aller sur mon site ltcnatalie.com. Et à ce moment-là, on a tous les renseignements, tous mes spectacles et aussi le fait que si on me contacte, on peut avoir un projet personnalisé que je construis avec les personnes. La régie de quartier de Bellefontaine et on est venu ici pour vendre des petits gâteaux qu'on a fait en atelier cuisine, des petits trucs de couture qu'on a fait à l'atelier couture avec les adhérents et les habitants du quartier de Bellefontaine. Donc tout ce qu'on a réussi à récolter sera reversé au Téléthon. Voilà, incessamment sous peu. Et on peut continuer à donner pour le Téléthon sur Internet tout Oui, ça. tout à fait, oui. N'hésitez pas à continuer à donner pour le Téléthon. Et voilà. Mélissa. Quand même à rajouter que ça fait quelques années qu'on fait tous les ans le Téléthon ici. Voilà, c'est moi qui étais avec Louisa, on a été à l'initiative. Et donc voilà, c'est une animation pour être un peu au niveau national, ou même faire cette animation-là. Et avec Louisa, donc on fait des confitures depuis pas mal d'années qu'on vend au profit du Téléthon. Des fruits qu'on nous donne et des crêpes. Voilà, Béatrice. Sur de tomates vertes, récoltées avec les tomates du jardin, puisqu'on a aussi un jardin à la Tourasse. Voilà. Je suis Polly Cook, je suis traiteur à Toulouse ici, j'habite à la Rennerie et je fais les traiteurs à domicile. Et depuis, ça fait 3 ans je pense, et il y a 2 ans, 1 an et demi, j'ai eu tous les dossiers complets. Et j'ai eu la tendance aujourd'hui, je suis contente de faire cet auto-entrepreneur en tant que traiteur. Parce que pour améliorer la vie et pour aider aussi les gens, surtout avec l'association Je Travaille Plus. Et voilà.
Et ça se passe bien en fait. Ça passe bien, ça fait plaisir. Et on travaille avec les habitants, les associations. Et puis, il n'y a pas de souci. Il y a aussi les autres aussi, ils peuvent commander les choses. Et on peut livrer 48 heures, ça dépend. Il y a même le mariage, tout le travail de traiteur. Il n'y a pas de souci. Manger fait à la maison, à domicile, saine et à la façon d'Indien, français et toutes les qualités. On peut faire aussi les jachars aussi, et il y a les jus, il y a tout, comme vous voulez. C'est Polycook. Alors là, on est sur les 15 ans de parler avec elle. Ça vous a aidé parler avec elle? Ah oui, je travaille beaucoup avec elle. Aujourd'hui, ça fait plaisir pour moi. C'est ça que j'ai donné offert aussi, l'été, tout ça là. Bon, ça fait plaisir. Je suis contente pour eux aussi, vraiment contente pour les 15e année. Je souhaite vraiment, ça fait plaisir de travailler avec eux. Pour les habitants aussi, de Bellefontaine, la Rennerie, les Mirailles, toutes. Et aujourd'hui, vraiment, on est fiers de cette association parce que je pense et je ne me doute pas que cette association il aide beaucoup les jeunes et les parents, les habitants de la Rennerie ici. Voilà, des Mirailles. Pour terminer avec vous, vous n'êtes pas tout à fait seul dans cette entreprise, dans cette activité? Aujourd'hui, j'invite mes enfants aussi pour donner des forces aussi et donner des expériences. Il y a mes enfants qui sont là pour regarder et pour connaître aussi comment ça passe parce qu'on a besoin dans la vie et comment pour chercher l'argent, pourquoi aussi avec l'association. Pourquoi aussi on va venir vers les habitants au niveau des sociales pour faire connaître plus, l'amour plus, travailler plus entre les habitants et voilà. Tous les quartiers, voilà, on travaille avec tout le monde. On peut vous contacter, vous avez un téléphone, un site? Oui, il n'y a pas de souci, c'est 06 60 16 49 35. Et donc je m'appelle Sheila, je suis la fille de Polytimi qui est Polycook. Donc là je l'aide pour faire le stand, pour la soutenir, parce que comme elle démarre, ça fait 3 ans, pour lui donner un petit coup de pouce, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Vous connaissiez un peu son projet au départ, j'imagine? Ouais, c'est un projet qu'elle a depuis qu'on est petit. Et elle avait fait alors quelques métiers à côté. Et là, ce coup-ci, elle s'est dit, tiens, je me lance vraiment dans tout ce qui est traiteur. Donc, nous, on l'accompagne dans son expérience. Et vous l'avez vu évoluer, changer? Ouais. Moi, je trouve qu'on l'a vu évoluer. Elle s'améliore de salon en salon. Déjà l'année dernière, je pense. Et là, déjà, elle a plus d'expérience. Elle sait plus vers quoi se lancer et pas. Voilà. Et du coup, ça vous inspire? Ah, mais je suis toujours inspirée, moi, par ma mère. C'est une battante. Voilà, elle a 6 enfants, donc elle est un exemple pour nous. Donc on la soutient. Et l'association parle avec elle, ça vous fait aller? C'est une association que je connais depuis ses débuts. Moi, ça fait 15 ans d'entrepreneuriat aussi maintenant. Donc, quand ils étaient, si je ne me trompe pas, à Jean-Gilles, j'avais déjà été là-bas, donc je les connais bien, quoi. Et du coup, vous-même, vous avez une entreprise, un projet? Oui, alors moi je suis maquilleuse coiffeuse, événementielle. Voilà. Je fais un peu de tout, les mariés, je fais aussi les shootings, voilà. Comment on peut vous contacter? J'ai mon site, j'ai Instagram, voilà. Après je suis aussi en réseau avec des wedding planners, des choses comme ça. Voilà. On peut me retrouver facilement sur internet, Sheila Besson. Un air de famille, le marché de création, émission spéciale Radio Basta Campus FM. Des interviews. Donc c'est un peu le finish de ces 5 et 6 décembre pour un événement qui s'appelle Un air de famille. Alors, un peu le marché des créas sous contrainte budgétaire, on va dire comme ça. Qu'est-ce qu'on peut conclure un petit peu de ce nouvel événement ici, dans ce nouveau lieu, pour vous, les imaginations fertiles? Alors en fait, cet événement, pour moi, il a vraiment été synonyme de réussite en termes d'échanges, de rencontres et de collaboration, parce qu'on a beaucoup compté sur les partenaires, sur les personnes impliquées dans le projet, et c'est grâce à cette collaboration et à ces partenariats qu'on a réussi à le mener.
Donc c'est très important pour moi de le souligner. Et aussi la flexibilité des créatrices qui ont été très adaptables en fait, tout au long du processus de inscription, dans un contexte qui même pour nous était un peu à tâtons parce qu'on découvre en fait aussi ce nouveau format. Mais on est tous et toutes très contents et contentes d'être arrivés jusque-là et d'avoir mené le projet sur ces 2 jours. Et puis d'avoir pu aussi fêter un petit peu l'anniversaire de l'asso par la même occasion. Donc je pense que c'est une réussite un peu collective et un élan collectif. Quel style c'est toi qui fais le choix des sélections des créatrices. Il y en avait à peu près combien? Alors là, c'était des créatrices qui venaient de plusieurs structures différentes. Parle avec elle a pu être en lien avec 14 créatrices à répartir sur les 2 jours. Et les autres structures en avaient aussi quelques-unes. Donc au total, on était avec 24 créatrices cette année. Et puis la sélection se fait de manière assez facile en fait parce que les créatrices nous approchent, on a des liens déjà avec certaines sur les années précédentes et on se connaît déjà. Et alors même pour les nouvelles, c'est assez facile, c'est des personnes qui sont aussi engagées, qui ont envie de découvrir aussi, qui ont envie de s'investir dans un marché qui est assez différent de ceux qui peuvent être faits, qui sont un peu plus formels et un peu plus lambda, j'ai envie de dire, mais je ne sais pas si c'est le mot, mais voilà, donc c'est un élan encore une fois collectif et une implication des créatrices qui est assez facilitant pour tout le monde, pour nous et pour le bien-être du marché. Au bout de 15 ans, parce que c'est l'anniversaire, pour l'essentiel, ce qui manque le plus, ça reste quand même actuellement un local. Alors pour l'instant c'est un local, on a un petit local sur la place qui est temporaire, qui est un peu original. Mais on s'adapte aussi avec ce qu'on peut en fait et on essaie d'y apporter la vie qu'on peut y apporter avec l'équipe, avec l'implication des habitants et des habitantes et on essaie quand même de reformer ce cocon qu'on aurait pu perdre en étant déplacé mais qu'on essaie quand même de maintenir. Donc c'est seulement un local et les personnes qui constituent ce local-là sont vraiment l'ADN de l'association donc on n'est pas trop perturbé non plus. On peut nous joindre sur les réseaux sociaux, sur notre Instagram, Association Parle avec elle, et aussi sur YouTube pour suivre les émissions et aussi les petites choses qu'on fait au quotidien. Aussi sur Facebook, sur l'Association Parle avec elle également. Et puis par mail, associationparleavecelle@yahoo.fr. Bon anniversaire. Merci. C'était un air de famille, le marché de création, des échanges et des innovations. 5 et 6 décembre, en présence de 23 stands. Forcément, le temps passé, voilà. Épisode 5.
parler avec elle. Présente. Quartier populaire en 2025. Les interviews dans le quartier, bien sûr, de la Rainerie. Parler des choses intéressantes pour tout le monde. C'est ce qui nous manque dans le quartier aujourd'hui. Je parle de mixité pas communautaire, mais de mixité totale. Comment tu vis la transition du quartier? Comment tu l'as vécu? Bon, comme on dit, le bâtiment est disparu, mais les souvenirs sont encore là. Toi, comment tu vois l'avenir du quartier ici à la Rainerie? Après, à l'époque, il y avait plus de verdure aussi. Il n'y avait pas autant de béton. Comment dire, des fois je me dis, mon Dieu, si je pouvais revenir en arrière. Quartier populaire en 2025. Les interviews. Épisode 6. C'est ça. Vive la Rainerie. Je m'appelle Zouama Abdelkader. J'habite à la Rainerie depuis... J'ai 54 ans et ça fait 53 ans que j'habite ici. Voilà. Parce qu'avant j'habitais à la briqueterie, du côté de Saint-Michel. Et puis quand ils ont construit la Rainerie, ils ont commencé à construire la Rainerie, on a aménagé ici. Avec mes parents, mes frères et sœurs. Voilà. Le seul qui est né ici, c'est mon petit frère. Bon, après moi je suis arrivé, j'étais bébé. Donc voilà, je ne marchais pas encore, j'étais tout petit. Et dans quel bâtiment? Et là, maintenant, il a été rasé, c'était le Grand Varèse. On appelle ça, il y a le Petit Varèse, qui est encore, qui tient debout, qui est toujours là. Et après, il y avait deux Varèses, deux grands Varèses. Un qui faisait 12 étages et l'autre collé à côté qui faisait 15 étages. Ok. Et bon, ils n'y sont plus, maintenant, ils ont été rasés. C'était comment à l'époque? À l'époque, on va dire que... Comparé à aujourd'hui, comparé aux gens, les gens étaient plus... avaient plus la main sur le cœur, on va dire, qu'aujourd'hui. On pouvait, comme à l'époque, comme en Italie, on pouvait se passer de la nourriture avec un petit panier chez la voisine, chez les voisins du dessus, etc. Et puis voilà, les gens se dépannaient beaucoup. Ouais, c'était plus convivial que maintenant, quoi. Au jour d'aujourd'hui, bon, les trafics, il se voit, il est visible, alors qu'avant, même s'il y en avait, ils étaient vraiment très furtifs. Parce que déjà, ils avaient peur de la police, ils avaient peur de la loi. Donc, voilà, maintenant, ils se cachent même plus. Est-ce que c'était que peur de la loi ou est-ce qu'il n'y avait pas aussi un... Il y avait un respect. Ah oui, parce que c'est vrai que j'oublie. Parce que même la cigarette, en vrai, même si, disons, moi, mon père savait que je fumais la cigarette, jamais je fumais devant lui. Et pareil pour les voisins. Si, disons, il y avait le père d'un pote à moi, ou même qui que ce soit, de toute façon, personne âgée, homme ou femme, français ou pas, espagnol, parce qu'il y avait de tout. Moi, quand on a commencé à habiter, il n'y avait pas beaucoup de familles étrangères, enfin étrangères, entre guillemets, je veux dire maghrébines. On était, peut-être, moi, quand j'ai habité, il y avait 2 familles marocaines. Il y avait nous, famille algérienne, il y avait 2 familles blacks, 2 familles chinoises. Je sais plus si c'était là aussi, un cambodgien, enfin bref. Après, tout le reste, c'était portugais, italien, espagnol. Vraiment, c'était... beaucoup d'étrangers, voilà. Quand même. Ça reste des étrangers, bien sûr. Mais ce que je veux dire, de couleur, on n'était pas beaucoup. Ok. On était très peu de familles. Et voilà, c'était convivial, comme je dis. Tu pouvais te balader le soir, n'importe quelle heure. Que ce soit des papis, des enfants, mamies... Et puis à l'époque, il y avait beaucoup de choses, comme on avait le cirque qui venait souvent, il y avait la fête foraine, il y avait souvent des concerts, pas mal d'activités, quoi. Autant sur la place qu'il y avait certaines activités nautiques, il y avait des concours de pêche. Ouais, c'était vraiment sympa, franchement. C'était génial.
Je sais pas si la mairie, mais je pense que oui, ils ramenaient des poissons, un peu des truites, il y avait même des brochets à une époque. Maintenant, il n'y en a plus, tu ne trouveras jamais. Ah non, tu ne trouves plus de brochets. Mais il y avait des brochets, il y avait des truites, des carpes. En fait, tu trouvais de tout. Des poissons-chats. Bon, maintenant, tu trouves plus de poissons-chats et de calicoba. Ces deux spectacles à ne pas manquer. Au programme de son spectacle, vous pourrez applaudir les jongleurs, les équilibristes, les trapézistes, de la magie et de l'illusion, les William Mills, l'adresse au fouet et la sonorité, les Rogerville, l'équilibriste sur monocycle, sans oublier vos amis de clown, sous un chapiteau chauffé et confortable. Le cirque, souvent, à Jean-Gilles, le grand, parce que c'était un grand terrain de foot, en fait. Mais le cirque, voilà, posé, comme il y avait pas mal d'herbe, la plupart des animaux, ils étaient accrochés, enfin, ils étaient sur le terrain, quoi, derrière Jean-Gilles. Bon, il y avait la dalle, ce qui était bien aussi, parce que moins les enfants, s'ils voulaient aller, avec les parents, bien sûr, s'ils étaient petits, ils pouvaient faire du vélo sur la dalle, et tu pouvais aller jusqu'à Bellefontaine, comme ça. Alors explique ce que c'est la dalle. La dalle, c'est une espèce de, comment on peut dire, coursive, une sorte de coursive, qui partait de Jean-Gilles jusqu'à qui rejoignait Bellefontaine. Sans toucher le sol, tu pouvais aller jusqu'à Messager. Si tu connaissais des potes, tu vois, moi je connaissais des copains qui habitaient à Messager, de Varèse, rien qu'avec les coursives, t'allais, voilà. Et après, si tu voulais aller à Dendy, c'est pareil. Tu traversais la route, tu montais. Et Dendy, tous les petits, que ce soit les grands ou les petits, tu faisais tout le trajet, tu allais jusqu'à Auriacum. Et d'Auriacum jusqu'à l'autre, je sais plus comment il s'appelle, le bâtiment là, il est encore debout là. C'est Cambert. Cambert. Ben pareil. Tout était, tout communiqué. Donc sans descendre, t'allais d'un bâtiment à un autre, tranquille quoi. Ouais, chaque bâtiment, et putain, parce que là j'ai du mal à me rappeler, mais je sais qu'il y en avait à peu près partout. Déjà chaque bâtiment, il y avait les jets d'eau. Et comme je dis, l'été, quand il faisait très chaud, les gens, ben, ouais maman, je peux aller jouer en bas avec un tel. Et les filles, elles étaient en maillot, ouais, 2 pièces. Hein. Et il n'y avait pas de problème de, ah tu vois, t'es une fille, t'es un gars. Ça n'existait pas. C'est ça que j'aimais bien moi à cette époque. C'est qu'on pouvait jouer ensemble, on était tous comme des frères et sœurs. Arrêt du chantier de la honte. On est là, même si les chalets veulent pas, nous on est là. Face aux bailleurs, on n'était pas dans une relation de force avec les bailleurs. Nous, on a toujours travaillé en partenariat. C'était un bailleur social, on n'était pas dans cette relation-là. Donc on a été surpris par cette façon de procéder. Même si les permis ont été effectivement obtenus dans les règles, on a l'impression qu'ils ont oublié de dire qu'il y avait encore des habitants. Quand le chantier a commencé dans l'immeuble Gluck, où il y a encore une dizaine de familles qui habitent, des enfants, des personnes âgées, certains handicapés, etc. L'objet de la marche aujourd'hui, c'était de demander l'arrêt immédiat du chantier. Arrêt. Comme le bâtiment où il y a la cave, j'aurais jamais cru qu'un jour ils mettraient un bâtiment en plein milieu de la place. Enfin, pas en plein milieu, mais jamais j'aurais pensé que 30 ans plus tard, il y aurait ça, quoi. Et pareil là-bas. Et il y avait quoi avant le centre social du coup? Il y avait quoi à cet endroit-là? Il n'y avait rien. C'était la place aussi? En quelque sorte. Non, c'était de la verdure. Ok. Il y avait de l'herbe. Je me rappelle, avant, on jouait au golf. Je se promenais. Trop drôle. Je te jure. Les collègues, ils avaient des scooters. Ils se mettaient derrière nous. Nous, on avait les cannes de golf et les balles et tout ça. On tapait. Et puis, si on tapait trop loin, lui, il prenait le scooter. Et il allait récupérer la balle. Okay. Et on jouait comme ça, on s'entraînait. Et ouais, et même avant, les jeunes de maintenant, tu vois, par exemple, ils cherchent tous l'argent. Il n'y a que ça qui compte pour eux. Tu les écoutes, l'argent. Alors que nous, à notre époque, on inventait des jeux. Soit on avait une saison où on faisait du skate, une saison où on faisait du tennis.
Tu sais, on allait à la fac, là, t'avais un terrain de tennis, et même pas, t'avais un terrain de tennis sur la dalle, à l'époque. Ah ouais? Ouais, oui, j'avais oublié. Tu vois, il y a des trucs qui me reviennent. T'avais des gros murs, et tu pouvais taper la balle sur le mur, au tennis. Et juste à côté, t'avais un terrain de tennis. Donc, comme du squash. Ouais, voilà. C'est ça que Ouais, c'est. voilà. Et à côté, tu pouvais jouer au tennis. Avec un autre en face, et bien on faisait ça. À chaque fois, on avait des saisons. On avait saison de Serbacane. Pour, à l'époque, je ne sais plus combien ça valait, on allait acheter des tuyaux en plastique, là. On les coupait, on se faisait chacun des petits morceaux. Et avec les papiers, on faisait des flèches et on s'amusait à se tirer dessus, tu vois. Alors, on essayait, comme je disais à certains, éviter de viser la tronche. Parce que c'est déjà arrivé où l'autre prenait la flèche dans l'œil. Bon, Dieu merci, ça n'a jamais aveuglé vraiment quelqu'un. Ça faisait mal, bien sûr, mais c'est jamais allé plus loin, Dieu merci. Et on avait saison avec les vélos. Et puis à l'époque, tu vois, comme derrière à la fac, maintenant il n'y a que des bâtiments. Mais à l'époque, c'était que des champs. On allait chercher des prunes, des abricots. Et voilà, il y avait des petits paysans qui avaient leurs trucs. Et on allait... Il y avait des cerises. C'est gratuit, en quelque sorte. Tu vois, tu pouvais aller jusqu'à Saint-Simon. Okay. Ah, tu sais, en allant vers la Ramée, là, bien avant. T'avais des champs à perte de vue. T'avais des pruniers de tous les styles. Jaune, rouge. Et on allait en chercher. Après, j'amenais ça à ma mère. Elle faisait des confitures, des pots. J'en ramenais des tonnes. Donc ma mère faisait des pots et je t'ai donné aux voisins. Tu vois, elle faisait de la confiture. Comme si la montagne s'était rapprochée de Toulouse. C'est comme ça. La rocade est paralysée. La circulation des bus suspendue. Ça glisse. Une ville rose décidément peu habituée à revêtir sa nouvelle couleur. Et demain, cela pourrait recommencer. De nouveaux flocons sont attendus. Quand il neigeait, pareil, on allait acheter des... Tu sais, c'est des trucs que tu mets dans les murs, là, tu sais, dans les coins comme ça, enfin, dans les fentes. Ah, comme là, tu vois. Et c'était une espèce de plastique qui cachait la fente. Et bien nous, on achetait les mêmes, on les chauffait, on les redressait, et ça faisait des skis. Et on allait faire du ski là sur la pente là, du lac de la Reinerie. Oui, bien sûr. Sérieux. Et on faisait du ski. Et pour les petits, je me rappelle qu'il y avait les lampadaires. C'était des grosses boules. Et il y en a, elles étaient cassées. Donc on les prenait, on les coupait en deux. Et on allait en haut de la pente, on mettait les gamins dedans et on les poussait. Et ça faisait une bûche. Et les mecs à fond. Hein. Là, c'était génial. Parce qu'en plus, il neigeait chaque année. Donc voilà, on avait quand même la neige. Alors qu'au fil des années, la neige, ça fait je sais plus combien d'années, je pourrais même pas te dire. Mes enfants, ils ont eu l'occasion une fois de voir la neige à la Reinerie. Exemple. Ouais, une fois. Depuis, il n'y a plus de neige. Puis après, comme je dis, il y avait les saisons des châtaignes, des marrons. Même fumer, comme je t'ai dit, rien que la cigarette. Nous, la cigarette. Même un voisin, comme je dis, que ce soit un petit Français, tu vois, et que c'était un voisin, par respect, on ne fumait pas devant lui. Et malgré d'arriver en face de nous, et même la police, nous, à l'époque, on jouait au foot avec eux. Jean-Gilles, t'avais un poste de police. Varese, t'avais un poste de police. Ainsi de suite. Messager, t'avais un petit poste de police. Et ils étaient par 3, 4, voilà. Et puis t'avais un autre poste de police en bas de Varese, en bas de Jean-Gilles, voilà. Et ainsi de suite. Et avec eux, on allait à Candy faire de la moto. C'est quoi Candy? Candy, c'est un terrain qui se trouve en allant à Portée, derrière Portée. Ok. Et il y a un terrain de cross, et puis il y a une route. Et c'est là où s'entraînent souvent les motards de la police. Okay. Jusqu'à aujourd'hui, il existe encore. Et aussi, tu as un gros terrain de cross. Si tu as ceux qui ont des motos de cross qui veulent... eh ben, tu payes, bien sûr. Et après, voilà, pour la journée ou pour l'après-midi, tu peux venir faire du cross. Et ben, eux, ils nous amenaient à apprendre, ils nous apprenaient d'abord la mobilette. Et puis après... petit à petit, les cylindres un peu plus gros, de la moto.
Et avec eux, on faisait aussi, c'est arrivé où on était parti à la mer avec les CRS. Et on jouait au foot avec eux aussi. La police municipale. Parce que si tu veux, dans la police municipale, tu avais aussi certains qui étaient CRS. D'accord. Tu vois, quand il y avait des manifestations, ils n'étaient plus policiers de quartier. Ils devenaient CRS. Et de toute façon, ils faisaient les deux, en règle générale. Mais ils étaient plus îlotiers, certains, policiers, enfin îlotiers, que tout le temps CRS. Ou sinon, ils nous amenaient à la ramée. À la ramée, il y avait le lac. Et ils nous amenaient, voilà, pareil là-bas. On tapait le ballon, on nageait, et on jouait au foot contre eux. Et franchement, il y avait... On s'entendait bien, quoi. Même quand tu avais un jeune qui faisait une bêtise, ben, il allait voir les flics, ils allaient voir les parents, on discutait. Tu vois, il n'y avait pas de répression. C'était plus de la communication. Et moi, ça me tue, quoi. Parce que j'aurais aimé que mes enfants, tu vois, mes filles, j'aurais aimé grandissent voilà, dans la même ambiance, dans le même style. Il y avait du respect, il y avait... Voilà. Quand tu voyais une fille du quartier se faire emmerder, en règle générale, c'est que le mec, il n'était pas du quartier, quoi. Donc on le calmait de suite. C'était direct. Alors que ça n'existait pas avant. Et pourtant, c'est des gens, ça fait 30 ans presque ou plus qui sont là. Tu vois, ils n'avaient pas la même mentalité que nous. Nous, comme je dis, les anciens, ça n'existait pas, ça. Et il y avait vraiment beaucoup de respect. Et après, comme j'ai dit, il y avait pas mal d'associations aussi. Et on faisait des sorties. Ben, il y avait les moyens. L'État donnait pas mal aux associations, il faut dire la vérité. Donc moi, grâce à ça, j'ai pu faire des activités que je ne pourrais jamais faire aujourd'hui. Et que je ne pourrais même pas faire à mes enfants, quoi. Parce que c'est cher. C'est devenu très cher même. Alors qu'avant, c'était cher, mais pas si cher que ça. On pouvait se le permettre, tu vois, des baptêmes d'avions, des petits avions là de 4 places. Ouais. J'en ai même piloté un, tu vois, un truc de dingue, quoi. Genre, le jour d'aujourd'hui, c'est impossible. Impossible, tu vois. Mais c'était génial. T'as fait quoi d'autre? La plongée sous-marine. Ça, c'était vraiment le top aussi, putain de merde. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est les vieux bateaux. Et on partait pendant 1 mois avec. Ça, c'était... Putain. Et le bateau, on aurait dit, tu sais, des vieux bateaux d'époque, là, pirates, un peu style pirate. Okay. Tu vois, avec des grandes voiles et tout. Bah, on a trimé, hein, parce que c'était nous, on va dire, les marins. Donc, ils nous apprenaient à faire les nœuds, à tirer la voile, descendre les voiles, etc. Putain, un mois de dingue. Et t'as fait ça avec des assos? Ouais. Avec Voir et Comprendre, c'était pas pareil. On faisait les sorties plutôt style 1 mois en Algérie, Canada, Italie. Et j'ai raté, moi, le Canada, en fait, parce que j'étais tombé malade. Donc j'avais raté le Canada et 1 semaine à New York. Mais c'est mon frère qui était allé à ma place. Et puis après, comme je dis, au fil des années, après, il donnait plus... et après, malheureusement, dans les associations, il a commencé à y avoir des escrocs. Des petits voleurs, tu vois, qui s'en mettaient plein les poches. Comme partout, comme aujourd'hui, oui, comme partout, mais comme aujourd'hui, le plus comme maintenant, quoi, on va dire. Parce que, voilà, ils détournaient l'argent des sorties, quoi. Et c'était dommage, ça gâchait tout. Et on allait nous amener faire du bowling, tir à l'arc. Ah, pareil, 1 semaine, à cheval, camping et tout, comme les cow-boys. La vie de ma mère. C'était vraiment le top. Avec ton duvet, tes affaires. Je me rappelle plus les petits bleds où on était. Mais c'était vraiment dingue, quoi. Traverser les rivières avec les chevaux. La nuit, on les attachait, on enlevait les selles. Comme les cow-boys, quoi. On campait, on faisait à manger. Là, on a vécu des... Ah, laisse tomber. Et là, avec tous les changements actuellement du quartier, moi, ça me fait mal de voir autant de bâtiments partir comme ça. Parce que je me dis, tu vois, comme là, ils ont construit des bâtiments avec, à proximité, je dis, une 20aine d'appartements, grand max 30. Alors qu'ils en ont là, ils ont détruit quand même il y en a au moins 2000, quoi, appartements. À la différence. Après, je veux bien, parce que depuis la ZF, moi, j'ai vu des gens, ils ont des fissures dans les appartements. Tu
passes la main. Tu vois, chez une meuf là que je connais, je te jure, chez elle, tu passes la main dans le béton. T'as le mur, t'as l'impression qu'il va partir, il va tomber quoi. Et même à Jean-Gilles, à Saty, au premier étage et au deuxième étage, ils ont mis des tréteaux, enfin des genres de tréteaux, tu sais, pour tenir les balcons. Donc moi je pense qu'il y a du nettoyage à faire. Et comme je dis, pour changer ce genre de mentalité, il faudrait que l'État fasse comme à l'époque. C'est malheureux, mais c'est-à-dire donner un peu plus d'argent à des associations qui puissent les faire sortir ces gens-là du quartier. Tu vois? Parce que nous, c'est ce qui nous a sauvés en quelque sorte. Bon, on avait des parents aussi, attention, tu vois? Parce qu'il y avait aussi ça. Parce que mes parents, ils étaient quand même, malgré qu'ils venaient du bled, ils étaient éduqués, quoi. Et je pense que ça rétablirait certaines choses. Parce que moi, j'ai remarqué que c'est vrai que j'ai remarqué que depuis qu'il n'y a plus rien, que l'État ne donne plus de subventions aux associations, c'est devenu un peu le bordel, quoi. Les gens, justement, il n'y a plus rien à leur montrer, ils n'ont pas les moyens d'aller à la plage. Moi, j'ai vu des gens qui n'avaient jamais vu la neige, jamais vu la mer. Donc, c'est même pas 1h30, quoi. Eh bien, moi, je connais des gens, ils n'ont jamais vu la mer. La mer, la plage, ils ne connaissent pas. Et même à une époque, tu avais des gens, ils avaient jamais quitté le quartier. C'est un truc de fou. C'est un très beau quartier. Il y a un lac. Il y a quand même encore de l'espace vert. Il y a encore quelques activités nautiques, tu vois, pour les écoles et tout. Non, il y a des trucs à créer en vrai. Il y a plein de trucs qu'on pourrait faire de vraiment bien. C'était Quartier populaire en 2025. Les interviews dans le quartier, bien sûr, de la Rainerie. Vous voulez parler du quartier? Pour nous, on était tous pareils. Bon, maintenant, ça a un petit peu changé. Parce qu'il y a beaucoup de bâtiments qui ont été détruits. Et pour des mamans, ça leur a chaboulé toute leur vie. Moi, c'est vrai que j'ai remarqué que depuis que l'État ne donne plus de subventions aux associations, c'est devenu un peu le bordel, quoi. La Rainerie, c'est une partie de mon histoire. Et j'ai envie de raconter un peu de la sienne. Mais après, je me dis, c'est pas une question de ne pas connaître les règles. Voilà. C'est une question d'éducation. Il faut communiquer en bien ou en mal, il faut toujours communiquer. Coproduction. Parler avec elle. Et Radio Campus. C'était Femmes sur la bande FM. Basta Project pour moi c'était... En fait je le voyais surtout du côté de la femme et de l'égalité de la femme vers les hommes plus que le contraire. Et c'est vraiment une fois sur le terrain et avec les discussions qu'on a eues avec les membres de l'équipe des différents pays que je me suis dit en fait le genre il faut aussi le questionner sur le masculin et pas que sur le féminin et l'égalité homme-femme. Basta Project. En France, à Toulouse, en Algérie, à Oran et à Berlin et Caserta, Italie. Et je profite puisque c'est une radio de Toulouse. Merci à vous, Radio Campus. Femmes sur la bande FM. Basta Project. Coproduction. Parler avec elle. Et Radio Campus.